L'intelligence artificielle occupe une place de plus en plus importante dans nos vies aujourd'hui, alors qu'elle offre des opportunités révolutionnaires dans des domaines variés tels que la santé, l'éducation ou l'industrie. Elle soulève également des questions complexes concernant éthique, sociale, économique ou de société qui nécessitent une attention particulière. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Monsieur Hoang Le Nguyen. On vous connaît grâce à de nombreuses vidéos de vulgarisation sur la chaîne Science for All sur YouTube. Et vous êtes aussi cofondateur de Tournesol, dont le but est de produire des recommandations de contenus qui sont bénéfiques afin de lutter contre la désinformation. Et pour commencer, j'aimerais bien parler de l'évolution de l'IA. Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, l'intelligence artificielle, plus généralement, je vais parler un peu de l'ensemble des technologies du numérique et de l'information. Donc on parle vraiment des technologies d'information. Je pense que j'aime bien insister sur le fait que c'est vraiment une question d'information avant tout. Et donc c'est une discipline qui est née un peu avec l'informatique dans les années 30, même si c'est difficile de placer une date des débuts, et qui a progressé surtout après, pendant la Seconde Guerre mondiale et après. Et en particulier les techniques d'apprentissage qui sont derrière un peu les technologies modernes. Ce sont des technologies qui ont été inventées à cette époque-là, mais ce qui s'est passé, c'est que à partir des années 2000, on a commencé à avoir beaucoup plus de puissance de calcul avec des machines de plus en plus capables. On a aussi constitué des bases de données, donc c'était possible ensuite d'apprendre de ces données. On a aussi développé toutes sortes de capteurs de données, donc pensez à des appareils photo par exemple, ou des microphones qui sont capables de capter énormément de données. Et donc ça a permis, surtout depuis des années 2010, avec la concentration des centres de données, ainsi de suite, de faire d'apprendre massivement de beaucoup de données. Et c'est ça qui fait des technologies très, très puissantes, très influentes qu'on a aujourd'hui. Quels sont exactement les progrès les plus marquants de l'IA ces dernières années? Début des années 2010, c'est là qu'il y a eu commencé un regain d'intérêt pour notamment l'apprentissage machine, avec notamment la capacité, ça me paraît mignon aujourd'hui, mais juste de détecter des chats et des chiens dans des photos. Et c'est ça qui a propulsé beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus d'investissement dans le domaine, à la fois du monde académique et des industriels. Et depuis, il y a eu beaucoup de choses assez spectaculaires qui ont eu lieu. Alors bien sûr, les algorithmes génératifs comme ChatGPT ou Midjourney, enfin des choses qui génèrent des images, maintenant des vidéos. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est là où il y a le plus d'argent aujourd'hui, vraiment les applications qui ont à la fois les plus lucratives mais également les plus influentes géopolitiquement, c'est tout ce qui a à voir beaucoup plus avec le web et les interactions, et en particulier les algorithmes de recommandation. Si vous regardez, et de ciblage publicitaire, donc si vous regardez vraiment les géants Google, Amazon, Facebook, TikTok et compagnie, en fait, les IA qui leur rapportent le plus d'argent, des centaines de milliards par an, sont avant tout des algorithmes de ciblage publicitaire et de recommandation qui font vraiment du profilage psychologique de milliards d'humains pour savoir quels sont les meilleurs contenus à leur recommander. Nous avons vu le progrès beaucoup avec le ChatGPT qui est à présent à peu près beaucoup dans le domaine de création de contenu et aussi de l'éducation, que ça a prouvé que ChatGPT a pu faire beaucoup de choses. Est-ce que dans ce cas, peut-elle surpasser l'humain? Alors c'est une question qui est très controversée, il y a beaucoup de points de vue. Et puis ce qu'on a tendance à faire, je pense, c'est vraiment beaucoup comparer aux meilleurs humains. Mais sur en fait beaucoup d'aspects, ces systèmes sont déjà largement plus efficaces que la plupart d'entre nous sur beaucoup de questions. Et en particulier, elles ont surtout des facultés que les humains on n'a pas, comme par exemple produire des milliards de conversations par jour. Moi je parle beaucoup, je suis très bavard, mais j'arrive pas à parler, avoir des milliards de conversations par jour. Elles sont aussi capables de traiter des quantités massives d'informations. Pour donner un chiffre, YouTube, c'est un siècle de vidéos qui est mise en ligne chaque jour. Donc même si je m'y mets à fond, j'arrive pas à voir un siècle de vidéos par jour, c'est beaucoup trop. Et ces systèmes donc, ont ces facultés, ce qui leur permet notamment de faire du profilage psychologique, qui est à un niveau dont les plus grands dictateurs de l'histoire auraient rêvé, mais ils n'étaient pas capables de surveiller la population, comme aujourd'hui l'algorithme de YouTube ou de TikTok est capable. Donc sur beaucoup d'aspects, en fait, ces systèmes sont déjà très largement surhumains.
Dans ce cas, comment peut-on garantir que l'IA reste impartiale et bénéfique pour tout le monde? Parce que vous avez dit que c'est assez quand même controverse par beaucoup de fonctionnalités, mais est-ce que ça peut être dangereux aussi? Oui, tout à fait, ça présente, du coup de nouvelles menaces, juste le profilage psychologique, c'est une chose, encore une fois, beaucoup de dictateurs auraient rêvé, de le faire et derrière les entreprises aujourd'hui, des technologies, il y a en fait souvent des services de cyberespionnage, derrière. On sait que, par exemple, l'ancien directeur de la NSA a été recruté par OpenAI. On sait qu'il y a beaucoup de proximité entre, les entreprises chinoises généralement et le gouvernement chinois. Par le Patriot Act, les entreprises américaines sont obligées de divulguer des informations qu'elles stockent sur leur serveur, donc y compris des données personnelles sur chacun d'entre nous, avec leur gouvernement américain. Et donc il y a vraiment des enjeux aujourd'hui de géopolitique majeurs, sans compter, pour moi, le plus dangereux, c'est l'influence, la capacité d'influence de ces algorithmes, de manipuler l'opinion publique. Et ça, on le voit vraiment depuis une décennie, avec des conséquences comme la montée du populisme ou la montée de la haine entre des pays, à l'intérieur des pays également, entre certains partis politiques. Par exemple, en France, aujourd'hui, les différents partis politiques ont énormément de mal à s'entendre, y compris sur des sujets sur lesquels il y a des points d'accord. Vous êtes aussi co-auteur du livre La dictature des algorithmes, publié l'an dernier, et donc les algorithmes de l'IA, qui sont considérés parfois comme des types de boîtes noires et qui peuvent être difficiles à comprendre, même pour les créateurs. Comment pourrait-on s'assurer pour éviter les dérives? Ouais, c'est un grand enjeu qui mêle, en gros deux sujets, des questions à la fois de cybersécurité et des questions de gouvernance. Malheureusement, aujourd'hui, les standards de cybersécurité, du développement de ces produits sont extrêmement faibles. En fait, on commence à peine à commencer à lister les risques. Donc, il y a eu, par exemple, un rapport l'année dernière du NIST. Donc, le NIST, c'est vraiment aux États-Unis une agence de standardisation qui a fait un rapport sur les états de risque, enfin, les différents risques liés à l'intelligence artificielle. Donc je suis assez fier de pouvoir dire que on a influencé le Nice, puisqu'on a plusieurs articles qui sont cités comme étant l'état de l'art en termes de protection, d'atténuation des risques. Donc ce volet de cybersécurité, il faut vraiment l'amplifier, donner plus d'attention pour protéger les entreprises qui utilisent ces systèmes. Mais d'un autre côté, il y a un autre enjeu qui est celui de la gouvernance. Parce que même si on intègre des systèmes de fournisseurs dans des entreprises ou à la maison, il reste la question que ces systèmes-là, c'est pas nous qui décidons s'il y a une mise à jour de ces systèmes. Ça peut complètement bouleverser notre quotidien si on est très dépendant de ces technologies. Dans votre livre, vous avez parlé pas mal des algorithmes, des recommandations. Qu'est-ce que vous aurez à dire dessus? Oui, donc en fait, le gros, si vous regardez vraiment les très grands acteurs aujourd'hui du numérique, donc je crois, Google, Facebook, Amazon et tout ça, en fait, le gros de leur revenu vient surtout de recommander des contenus sur lesquels les gens vont cliquer, vont passer du temps. Comme ça, on pourra ensuite leur vendre de la publicité ciblée, enfin, leur montrer de la publicité ciblée, les pousser à l'achat également. Donc ça, c'est plus Amazon. Et ces algorithmes de recommandation, c'est un marché qui est 100 fois plus grand, hein, c'est des centaines de milliards de dollars, par rapport à des algorithmes génératifs comme ChatGPT. Donc on parle beaucoup de ChatGPT, c'est vrai qu'il y a des choses assez fascinantes et préoccupantes par rapport à ça, mais le gros du marché aujourd'hui, des intelligences artificielles en termes de part de marché, ça reste beaucoup plus ces algorithmes de recommandation. Et les algorithmes de recommandation sont particulièrement aussi importants d'un point de vue géopolitique, puisque à travers des recommandations, c'est possible d'influencer des opinions publiques et de déstabiliser des pays. Et donc, on a de nombreuses démocraties en ce moment qui sont paralysées, où vraiment il y a trop de haine entre les différents partis politiques pour pouvoir avoir une bonne gouvernance. Et ça, c'est un peu une conséquence d'une guerre informationnelle qui a lieu via notamment ces algorithmes de recommandation. Sur X, j'aimerais bien revenir sur une actualité en ce moment. On parle beaucoup de DeepSeek, une application qui se voit comme une concurrente de ChatGPT avec toutes les fonctionnalités, mais par contre, il est développé par une entreprise chinoise et ça a posé beaucoup de débats partout dans le monde. Et quand vous apprenez l'arrivée de DeepSeek, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors, l'arrivée de DeepSeek, c'était, alors scientifiquement, il y avait quelque chose d'intéressant dans le sens où ils ont réussi à faire, ce système avec moins de moyens. Si c'est loin d'être révolutionnaire, hein, c'est vraiment, plus, le fait de combiner de nombreuses, stratégies. Et par contre, d'un point de vue, géopolitique, ça soulève, en effet beaucoup de questions. On sait que, il y a eu des PDG d'entreprises chinoises qui, par le passé, ont disparu, ont été emprisonnés, parce qu'ils n'ont pas respecté la ligne directrice du gouvernement, chinois. Et donc forcément, ça soulève des questions. On a aussi observé, que DeepSeek avait parfois, des réticences à l'idée de commenter le parti communiste chinois en particulier. Donc ça soulève des questions, bien sûr de manipulation, d'espionnage également, puisqu'on sait que les données sont récupérées, par DeepSeek. Moi je soulignerais, et je pense qu'il y a vraiment lieu de se préoccuper de tout ça, mais je soulignerais que, son concurrent OpenAI a recruté encore une fois l'ancien directeur de la NSA, et qu'en fait les préoccupations qu'on a sur DeepSeek ne devraient pas être restreintes uniquement à DeepSeek, notamment en sachant l'actualité maintenant, aux États-Unis. Là, on a vu que récemment, c'est l'Australie, et après, encore, c'était l'Italie ou l'Irlande qui ont montré préoccupantes face à DeepSeek et pour limiter son usage. Est-ce que vous pensez que ces restrictions, est-ce qu'elles sont purement géopolitiques ou est-ce qu'il y a vraiment un risque lié à la technologie elle-même? J'imagine que c'était pas mal, géopolitique, et encore une fois, je pense qu'il y a des bonnes raisons, hein, vraiment de se méfier de ces technologies. Mais je rajouterais que, l'Australie d'ailleurs a aussi interdit, les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Donc c'est aussi, la partie algo de recommandation est aussi, considérée préoccupante par l'Australie. Et puis généralement, en fait, dans l'espace numérique aujourd'hui, surtout, en Europe par exemple, mais dans de nombreux pays, en fait, on est très loin d'être souverain. On dépend beaucoup de technologies qui sont étrangères, et sur lesquelles il y a des leviers d'action, légaux, de la part de gouvernements, parfois autoritaires, étrangers. Et donc pour moi, il y a un gros enjeu, je pense que c'est une bonne chose de réfléchir beaucoup plus et d'avoir vraiment des stratégies nationales sur les outils numériques, qu'on recommande à nos populations, voire qu'on autorise à nos populations. Un autre exemple que je prends souvent, c'est que ici j'ai un verre d'eau, à la main. Ce verre d'eau, en fait, est passé par beaucoup plus de régulation que DeepSeek ou TikTok. C'est-à-dire que, les usines qui ont fabriqué, ce verre d'eau, on a pu les visiter, ils ont été audités, et on n'a pas supposé en amont qu'ils étaient conformes avec la loi. On a exigé qu'il y ait eu des audits. Aujourd'hui, dans l'espace numérique, c'est malheureusement, on n'en est pas du tout à ce niveau de maturité, et la prochaine version de DeepSeek risque d'être, déployée sans que personne n'ait vu, aucun morceau de code, des versions, antérieures ou futures. Et qui doit être responsable de ces questions de l'encadrement? C'est les entreprises, les États ou les organismes indépendants? Et où nous en sommes aujourd'hui en fait? Bah, déjà, il y a beaucoup de mouvements associatifs qui essaient de dénoncer, ces déviances, et juste de monter les standards, notamment de cybersécurité, mais aussi de respect, des lois déjà existantes, hein. Par exemple, le PDG d'OpenAI a dû reconnaître publiquement que, il a violé les droits d'auteur pour pouvoir faire, ChatGPT, et donc c'est quand même, une confession, d'une infraction à la loi. Donc maintenant, c'est aussi aux États, d'avancer et de faire respecter, les lois déjà existantes. Non seulement, bah, bien sûr, en Europe, il y a eu beaucoup d'avancées avec, l'introduction du AI Act, en plus du RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles, il y a quelques années. Mais pour moi, il y a vraiment encore un enjeu à vraiment faire appliquer les lois pour que, l'espace numérique soit vraiment un état de droit, que la loi s'y applique, et pas seulement sur les dernières lois, mais également sur les lois antérieures. On sait que ces systèmes, il y a, par exemple, des problèmes d'incitation à la haine raciale qui en France est encadré. Il y a des problèmes de diffamation, de violation des droits d'auteur, j'en ai déjà parlé, et on peut même, je pense, aller plus loin et voir peut-être des choses comme, l'abus de faiblesse. On sait que ces systèmes poussent vraiment les gens à les utiliser même quand ils sont fatigués, en état, parfois, mental difficile, et ça a déjà poussé, certaines, notamment des adolescentes, au suicide. Donc je pense que c'est important de faire respecter la loi pour encadrer ces technologies. À propos du sommet sur l'IA qui va avoir lieu le 10 et le 11, qu'est-ce que vous espérez de cet événement?
Alors pas forcément, énormément. On sait que, l'événement, notamment le 10 et le 11 est sont vraiment organisés par les chefs d'État français, enfin le chef d'État français, et heu et il est très porté sur l'action et plus la promotion de ces technologies et c'est quelque chose qui a été très critiqué, hein. Il faut savoir que cet événement fait suite à d'autres événements qui ont lieu à Londres et à Séoul et qui étaient beaucoup plus préoccupés par les risques. Donc il y a un peu un danger encore, de ce que j'appelle parfois du cool washing, de survendre ces technologies et sans faire attention aux risques. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, en parallèle de cet événement, il y a eu beaucoup d'événements organisés qui sont beaucoup plus portés sur les risques et qui cherchent à alerter sur le besoin, de faire attention, juste de se méfier beaucoup plus de ces technologies. Ce sera ma dernière question. Nous avons vu, récemment, l'année dernière et encore, beaucoup de scientifiques, de chercheurs qui ont co-signé des lettres pour, pour demander d'arrêter la recherche, sur l'IA. En tant qu'un chercheur, comment vous voyez, cette menace qui ont été présentées? Oui, bah, alors moi je suis assez, enfin en partie en tout cas aligné avec, certaines de ces lettres. Faut se rendre compte qu'aujourd'hui le milieu académique, est, fortement financé par, le public et est censé être au service de la société et or aujourd'hui ce qui se passe trop souvent c'est que, le monde académique travaille en collaboration très proche d'entreprises, des technologies, étrangères et cherchent avant tout à renforcer ces technologies avec très peu d'attention pour les questions de gouvernance et de sécurité. Et donc moi mon appel, ça serait plus plutôt que d'arrêter la recherche, ce serait plus réorienter l'attention de la recherche, réorienter notamment les fonds de recherche pour encourager beaucoup plus la recherche pour des technologies de l'information qui soient au service de la société et qui soient beaucoup plus, sécurisées. Merci beaucoup, pour votre temps et votre partage. Donc, je rappelle que vous êtes PDG de l'entreprise de cybersécurité Calicarpa. Merci beaucoup.